Il se moquait de moi au dîner, toujours dans le bus pour aller partout? Et mon frère Harry, comment va ton petit studio? Je n'ai rien dit à ce moment-là. Mais quand ils m'ont raccompagné dehors et que j'ai déverrouillé ma Rolls-Royce, leurs visages sont devenus blêmes. Mon père a bégayé, elle coûte plus de 250 000 €, j'ai répondu, alors vous devriez voir mon petit studio. Ce moment, il est gravé dans ma mémoire. L'air froid et stérile du parking souterrain de mon bureau à Lyon semblait vibrer. Mes parents, Didier et Martine, se tenaient là, immobiles, comme figés dans le béton. Leur visage? Ah, leur visage. C'était un mélange parfait de choc, d'incrédulité et de, quoi d'autre? De peur? 3 ans. 3 années de silence quasi total entre nous. Depuis cet appel téléphonique où il m'avait traité des ingrates et des égoïstes, parce que j'avais refusé de me porter garant pour le prêt auto de mon frère. Et maintenant, ils étaient là. Dans mon parking. Devant ma voiture. Ma Rolls-Royce Ghost. Une splendeur couleur anthracite, dont le simple reflet sur le sol en époxy semblait les insulter. Ils la regardaient comme si c'était une apparition, un vaisseau spatial qui avait atterri là par erreur. Ils ne me regardaient pas, moi. Ils regardaient la voiture. Léonie. A commencé ma mère, sa voix n'étant qu'un souffle. Mon père, Didier, n'a fait que déglutir, ses yeux passant de l'insigne « Spirit of Ecstasy » à la plaque d'immatriculation, comme s'il cherchait une preuve que c'était un tour de magie, une location, une blague. Ce regard sur leur visage valait chaque larme versée dans mon studio de 9 mètres carrés au Crous. Il valait chaque repas de Noël solitaire, chaque kilomètre parcouru dans des bus bondés sous la pluie lyonnaise, chaque seconde où j'avais douté de moi-même. C'était une revanche. Pure. Délicieuse. Je m'appelle Léonie. J'ai 29 ans aujourd'hui. Et ce moment dans ce garage a tout changé. Mais pour que vous compreniez le goût délicieusement sucré de cette revanche, vous devez comprendre ce que c'est que de grandir en étant l'erreur de la famille. Le supplément. L'enfant que personne n'avait demandé. Avant de tout vous raconter, du début jusqu'à cette confrontation finale, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi de quelle ville ou de quel pays vous m'écoutez en ce moment. Et quelle heure est-il chez vous? J'adore lire vos commentaires et voir à quel point notre communauté est mondiale. Mon histoire commence à Châteauroux. Et croyez-moi, tout a commencé bien avant cette voiture. Tout a commencé par le simple fait que je n'aurais jamais dû exister. À Châteauroux, la vie était ordinaire. Provinciale. Ma famille était le pilier de cette normalité. Mon père, Didier, était respecté. Ma mère, Martine, tenait la maison. Et ils avaient leur trio parfait. D'abord, il y avait Amaury. Le premier-né, l'héritier. Le fil en or. Tout ce qu'il faisait était magnifique. Ensuite, Félix. Le deuxième fils, le cerveau. Fiable, studieux, celui qui allait devenir pharmacien. Et enfin, Solange. La princesse. La fille unique tant désirée, arrivée juste après les 2 garçons. Elle obtenait tout ce qu'elle voulait d'un simple battement de cils. Et puis, des années plus tard, il y a eu moi. Léonie. L'accident. Le « coup de fatigue » de ma mère, comme mon père aimait à le dire en plaisantant lors des dîners de famille. L'inégalité dans notre maison n'était pas subtile. Elle vous frappait au visage, chaque jour. Prenons les vêtements. Quand Solange avait besoin de renouveler sa garde-robe, c'était une expédition. Ma mère l'emmenait à Bourges pour la journée. Elle revenait chargée de sacs, riant, comparant leurs trouvailles. Des marques. Des nouveautés. Quand venait mon tour, c'était une expédition, dans le placard de Solange. Tiens, me disait ma mère en me tendant un vieux manteau. Il te va encore très bien. Peu importait qu'il soit trop court aux manches ou qu'il ait cette odeur d'humidité qui ne partait jamais, celle du fond de l'armoire. Je me souviens d'un anorak en particulier, d'un bleu délavé, avec une tache de quelque chose de la moutarde, peut-être que même ma mère n'avait pas réussi à faire partir. Je l'ai porté pendant 2 hivers. Solange, elle, avait eu le nouveau modèle. C'était pareil pour tout. L'école. Félix avait besoin d'un ordinateur pour ses études de pharmacie.
Sans hésitation, mon père est revenu avec un MacBook Pro flambant neuf. L'emballage crissait sous ses doigts. Il faut ce qu'il faut pour la réussite, disait-il fièrement. Solange voulait prendre des cours d'équitation. Bien sûr, ma chérie. C'est une très belle passion. Moi, j'étais douée en informatique. J'adorais ça. J'ai demandé un ordinateur portable pour suivre un cours de programmation avancée au lycée. Mais Félix n'a plus besoin de son vieux PC de bureau, a dit ma mère, comme si elle venait d'avoir une idée de génie. Ce « vieux PC » était une antiquité. Il mettait 5 minutes entières à démarrer. Le ventilateur faisait le bruit d'un tracteur. Et il plantait si j'ouvrais plus de 2 onglets Internet. Mais j'ai appris à coder dessus. J'ai appris à être patiente. J'ai appris à faire avec. J'ai toujours fait avec. Mais les vêtements usés et le matériel obsolète, ce n'était rien. Je pouvais supporter ça. Ce qui me brisait vraiment, ce qui me rongeait de l'intérieur, c'était l'indifférence la plus totale face à mes réussites. C'était de savoir que, quoi que je fasse, je resterais invisible. Les réussites de mes frères et sœurs n'étaient pas de simples événements. C'étaient des fêtes nationales. Quand Amaury a été promu pour la première fois à son travail, mon père a organisé un barbecue géant. Il a invité toute la famille élargie, les voisins, ses collègues. Il se pavanait dans le jardin, une bière à la main, donnant de grandes tapes dans le dos de son « champion ». Mon fils, le directeur, disait-il, la voix gonflée de fierté. Quand Solange a eu une petite photo d'elle dans la Nouvelle République, le journal local, pour avoir organisé une kermesse, ma mère a acheté 10 exemplaires. Elle a découpé l'article, l'a fait encadrer et l'a accroché dans le salon. Notre Solange, une vraie femme d'affaires, gloussait elle au téléphone avec ses amis. Et moi? À 16 ans, j'étais passionnée d'économie. Pas seulement les chiffres, mais les idées, les systèmes. Je me suis inscrite au concours régional d'éloquence économique. Un truc énorme, très sérieux. J'ai travaillé dessus pendant des mois. J'ai écrit mon discours, je l'ai mémorisé, je l'ai répété devant mon miroir jusqu'à ce que les mots coulent tout seuls. Le jour J, j'ai tout donné. Ma voix tremblait au début, puis elle s'est affermie. J'ai parlé avec mon cœur, avec mes tripes. Et j'ai gagné. Première place. Je suis rentrée à la maison sur un nuage. Je serrais le lourd trophée doré contre ma poitrine. Mon cœur battait si fort que je le sentais dans ma gorge. J'allais enfin avoir mon moment. J'allais enfin être vue. J'ai trouvé ma mère, Martine, dans le salon, en train de plier le linge de Solange. Maman. Maman, regarde. J'ai gagné. J'ai tendu le trophée vers elle. Elle a levé les yeux de la pile de pulls. J'ai vu quelque chose dans son regard. Une fraction de seconde. Une lueur de fierté. Sa bouche s'est entr'ouverte, elle allait dire quelque chose. Et c'est là que la voix de mon père a tonné depuis le bureau, « Martine. Le dîner. » Et dit à Léonie de mettre la table. Elle ne va pas rester là à ne rien faire. La lueur dans les yeux de ma mère s'est éteinte. Comme une bougie soufflée. Son visage est redevenu neutre. Elle a reporté son attention sur le pull qu'elle pliait. Tu as entendu ton père, Léonie. C'est bien. Maintenant, va mettre la table. C'est bien. Pas de félicitations. Pas de « je suis fière de toi ». Pas même un regard sur le trophée que je tenais à bout de bras. Je suis restée là, immobile. Le trophée me semblait soudain peser 1 tonne. Il était froid. Inutile. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai rien dit. Je suis allée dans ma chambre. J'ai posé le trophée sur mon bureau. Puis je suis redescendue et j'ai mis la table. Cette nuit-là, j'ai regardé cet objet doré dans la pénombre. J'ai compris. L'amour, dans cette maison, n'était pas un droit inconditionnel. C'était une ressource limitée, comme l'argent ou l'attention. Et mes parents avaient décidé qu'il n'y en avait plus assez pour moi. Si je voulais quelque chose dans cette vie, personne n'allait me le donner. Je devais aller le chercher moi-même. Cette soirée-là, celle du trophée invisible, a été un tournant. J'ai arrêté d'attendre. J'ai arrêté d'espérer. J'ai compris que je ne pourrais compter que sur une seule personne,
moi-même. J'avais 16 ans. Dès le lendemain, j'ai commencé à chercher un travail. J'ai trouvé une place à la boulangerie du centre-ville. C'était dur. Je devais me lever à 5 heures du matin le week-end et filer au travail juste après les cours la semaine. L'odeur des croissants chauds et du pain frais était ma seule consolation. Le propriétaire, Monsieur Michel, était un homme bon. Il voyait bien que je travaillais dur, que je ne me plaignais jamais. Parfois, il me glissait un pain au chocolat en plus. Pour la route, petite, disait-il avec un clin d'œil. Je gardais chaque euro. Je ne dépensais rien. J'avais un objectif. Mon téléphone était une antiquité, un vieux Nokia à clapet que Solange m'avait donné quand elle avait eu son premier iPhone. La moitié des touches s'effaçaient. Après 3 mois de travail acharné, j'avais assez. Je suis allé au magasin et j'ai acheté mon premier smartphone. Ce n'était pas le dernier modèle, loin de là, mais il était à moi. Je l'avais payé avec mon argent, avec ma sueur. Quand je l'ai sorti au dîner, mes parents ont échangé un regard. Un regard satisfait. Tu vois, a dit mon père à ma mère, comme si je n'étais pas là. Elle est mature pour son âge. Elle se débrouille. Ma mère a souri. Oui, notre Léonie a toujours été indépendante. Il ne comprenait pas. Il ne voyait pas que mon indépendance était une armure que j'avais été forcé de construire. Ils n'étaient pas fiers de moi. Ils étaient soulagés. Soulagés de ne pas avoir à s'occuper de moi. Soulagés que je sois, enfin, officiellement, mon propre problème. J'étais fier de ce téléphone. Il était le symbole de ma première victoire. Mais je ne savais pas, à ce moment-là, que cette petite indépendance que je venais de gagner serait l'excuse parfaite qu'ils utiliseraient pour me poignarder dans le dos. L'excuse pour leur plus grande trahison. Le rendez-vous pour mon avenir approchait, celui de l'université. Et ils avaient déjà pris leur décision sans même me consulter. L'année du bac. La tension était palpable. Mes notes étaient excellentes. J'étais première de ma classe en économie et en maths. Mon objectif était clair, une grande école de commerce. Je visais l'EM Lyon. J'avais vu comment ça s'était passé pour les autres. Amaury, école de commerce privée à Paris. Frais de scolarité exorbitants, appartement dans le 15e. Tout payé. Félix, études de pharmacie. Coûteuse. Logement à Tours. Tout payé. Solange, école d'art privé, puis financement de son studio d'événementiel. Tout payé. Un soir, en avril, juste avant les concours, ils m'ont appelé dans le salon. Le grand oral. Mon père, Didier, avait pris sa voix sérieuse et grave. Celle qu'il prenait pour les discussions importantes. Léonie, assieds-toi. Il faut qu'on te parle. Je me suis assise sur le bord du canapé. Mon estomac s'est noué. Voilà, ma fille, a-t-il commencé. Tu sais, on a financé les études de tes frères et de ta sœur. Des études longues, coûteuses. On a fait beaucoup de sacrifices. Je n'ai rien dit. Des sacrifices? Comme acheter la dernière BMW à Amaury? Le fait est que, eh bien, nous sommes à sec. Nous n'avons tout simplement plus les moyens de financer une autre grande école. Ma mère a enchaîné, avec son faux sourire compatissant. On est vraiment désolé, ma chérie. Mais tu es si intelligente. Tu es si débrouillarde. On est sûr que tu trouveras une solution. L'université publique, c'est très bien aussi, tu sais. Je les regardais. Ils me mentaient. En face. Sans ciller. Moi, je savais. Je savais qu'il venait d'avancer l'argent à Solange pour qu'elle loue un nouvel espace pour son studio. Je savais qu'il planifiait de grandes vacances en Grèce cet été-là. À sec. J'ai senti le sol se dérober. Mais la rage a pris le dessus sur le désespoir. Je vois, ai-je dit d'une voix que je ne me connaissais pas. Une voix froide, dure. Merci pour votre honnêteté. Je me suis levée et je suis partie dans ma chambre. J'ai passé le M Lyon. Et j'ai été admise. Avec une bourse d'excellence de 70%. C'était incroyable. Mais il restait 30%. 30% de frais exorbitants, plus le logement, la nourriture, la vie à Lyon.
C'était une montagne. J'ai avalé ma fierté. J'ai avalé mes larmes. Et j'ai appelé la seule personne qui m'avait jamais montré une once de gentillesse dans cette famille, tante Gisèle. Gisèle était la sœur de mon père. Elle vivait au Havre, où elle était directrice logistique dans le port. Une femme forte, qui s'était faite seule et qui ne mâchait pas ses mots. Elle n'avait jamais eu d'enfant. Ma main tremblait en composant le numéro. Allô? Léonie? Ça fait longtemps. Bonjour tante Gisèle. Excuse-moi de te déranger. J'ai besoin d'aide. Ma voix s'est brisée. J'ai tout déballé. Le M Lyon. La bourse. Le refus de mes parents. Le mensonge. J'ai pleuré, honteuse. Je te rembourserai, je te le jure. Avec intérêt. Dès que j'aurai mon premier travail. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Si long que j'ai cru qu'elle avait raccroché. Puis sa voix, pleine d'une colère froide, Léonie. Écoute-moi. J'ai vu ce que mon frère et ma belle-sœur te font subir depuis ta naissance. J'ai vu l'injustice. Je n'ai jamais rien dit pour ne pas créer de drame, mais j'aurais dû. Elle a pris une grande inspiration. Bien sûr que je vais t'aider. Tu ne me dois rien. Tu le mérites. Et ce n'est pas un prêt. C'est un investissement. Elle a ajouté, et ce n'est pas tout. Ta grand-mère, elle avait laissé 5 000 € pour chacun de ses petits-enfants. Ton père a tout gardé, en gérant, pour vous. Je vais t'envoyer ta part. Fais-la fructifier. Montre-leur qui tu es. Ce jour-là, tante Gisèle ne m'a pas seulement donné de l'argent. Elle m'a donné la permission de réussir. Elle a été la première personne de ma famille à croire en moi. Je flottais. J'allais à Lyon. J'allais m'en sortir. J'étais tellement excitée que j'ai dévalé les escaliers pour, je ne sais même pas pourquoi. Leur dire? Leur prouver que j'avais réussi sans eux? Et c'est là que je l'ai vu. Dans l'allée. La nouvelle voiture d'Amaury. J'ai freiné net en bas des escaliers. La porte d'entrée était ouverte, laissant entrer la lumière du soleil de juin. Et dans cette lumière, garée juste devant la maison, trônait une Peugeot 508 flambant neuve. Gris anthracite, brillante, avec un énorme ruban rouge posé sur le capot. Mon père et Amaury étaient dehors, admirant la bête. Mon père rayonnait. Il avait le même regard que lorsqu'il parlait de ses sacrifices. Alors, champion. Qu'est-ce que tu en dis? Ça a plus de gueule que ta vieille 206, non? Amaury riait, lui donnant une tape dans le dos. Franchement, papa, vous avez assuré. 40 000 €. C'est le prix de base. 40 000 € pour un cadeau de fin d'études. Pour un homme qui avait déjà un travail bien payé. Et moi, on m'avait dit qu'ils étaient à sec. J'ai senti le sang me monter au visage. Une nausée acide m'a brûlé la gorge. La joie que je ressentais grâce à l'appel de tante Gisèle s'est évaporée, remplacée par une rage froide. Je suis sortie. Ils m'ont à peine remarqué. Puis, j'ai eu une idée. Une idée désespérée, stupide peut-être. Mais j'étais à bout. Amaury, ai-je lancé. Il s'est tourné vers moi, surpris. Quoi? Puisque tu as une nouvelle voiture. Est-ce que je pourrais récupérer ta vieille 206? Elle est encore bien, non? J'en aurais vraiment besoin pour me déplacer à Lyon. Pour les stages, les cours. Amaury m'a dévisagé. Puis il a éclaté de rire. Un rire bruyant, moqueur, humiliant. Tu es sérieuse, là? Ma 206? Mais je vais la vendre, petite. J'en tire au moins 3 000 €. C'est mon apport pour mon nouvel appart. Tu crois que je vais te la donner? Je suis ta sœur, ai-je murmuré, sentant les larmes de honte me piquer les yeux. Et alors? Fais comme tout le monde. Prends le bus. Le TCL à Lyon, c'est très bien. Il m'a donné une petite tape condescendante sur l'épaule. Ça te forgera le caractère. Ça te forgera le caractère. J'ai levé les yeux vers mes parents, qui avaient tout entendu. Je cherchais un signe. Un mot. Une défense. Rien.
Mon père a hoché la tête, l'air grave. Amaury a raison, Léonie. Ça ne te fera pas de mal. Nous, on n'avait pas de voiture quand on était jeune. Un peu de difficulté, ça endurcit. Ma mère a ajouté, et puis, c'est plus écologique, le bus. 40 000 € de prime à la réussite pour lui. Et une leçon de morale sur l'écologie et le caractère, pour moi. Ce jour-là, la dernière petite étincelle d'espoir que j'avais pour eux s'est éteinte. Je n'étais pas seulement l'enfant, en trop. J'étais celle qu'on sacrifiait activement pour le confort des autres. J'ai hoché la tête. Vous avez raison, ai-je dit. Ça va me forger le caractère. Je suis rentrée faire mes valises pour Lyon. Je ne savais pas encore que ma sœur, Solange, qui vivait aussi à Lyon, allait se charger personnellement de tester ce caractère, d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Lyon. C'était la liberté, mais c'était aussi le début du combat. La différence entre ma vie et celle de ma sœur était un gouffre. Solange vivait dans un magnifique appartement de 50 mètres carrés dans le 6e arrondissement, le quartier le plus chic. Loyer payé par papa et maman. Elle gérait son studio d'événementiel, ce qui consistait surtout à prendre des cafés en terrasse et à se plaindre que les clients ne comprenaient pas sa vision. Moi, je vivais dans une chambre crousse de 9 mètres carrés à Grange-Blanche. Une boîte à chaussures avec une douche qui fuyait et une vue sur le périphérique. Mais cette chambre, c'était mon sanctuaire. Ma vie était réglée comme du papier à musique. Cours à l'EM Lyon, où j'étais, à la surprise générale, surtout la mienne, major de ma promotion. Travail le soir dans un café pour payer ma nourriture et mes livres. Et la nuit, je ne dormais pas. Je travaillais sur mon autre projet, faire fructifier les 5 000 € de tante Gisèle. Je me suis plongée dans les marchés financiers. C'était les années 2015-2016. Le début de quelque chose de grand. J'ai lu, j'ai appris, j'ai investi. D'abord prudemment, puis avec plus d'audace. Je voyais ce petit capital comme mon unique radeau de sauvetage. Je ne laisserais personne me le prendre. Solange, parfois, daignait me rendre visite. Elle arrivait dans ma chambre de 9 mètres carrés, faisait la moue devant la promiscuité. Mon Dieu, Léonie, comment tu fais? C'est si déprimant. Elle se plaignait de ses problèmes. Son propriétaire. Un client difficile. Le fait qu'Amaury ait eu une meilleure voiture qu'elle. Elle me regardait, moi, la major de promo, avec un mélange d'agacement et de jalousie pure. Elle était la princesse, mais j'étais celle qui réussissait. Et elle ne le supportait pas. L'incident est arrivé en fin de 2e année. J'étais en pleine rédaction de mon mémoire de mi-parcours. Un dossier énorme, 40% de ma note de l'année. Je travaillais dessus depuis des semaines, jour et nuit. J'en étais à 30 pages. Presque fini. J'étais épuisée, mais fière de mon travail. Solange est arrivée sans prévenir. J'en peux plus, je me suis encore disputée avec maman. Elle s'est assise sur mon lit, un grand verre de Fanta orange à la main, tout en continuant à se plaindre. Mon ordinateur portable était sur mon bureau, ouvert sur mon mémoire. Je vais juste prendre une douche rapide, Solange. Je reviens. Oui, vas-y, m'a-t-elle dit, l'air absent. Je suis allée dans la douche commune au bout du couloir. 5 minutes. Quand je suis revenue, le désastre. L'odeur de sucre brûlé m'a frappée avant même que je ne voie la scène. Solange était debout, les mains sur la bouche, l'air faussement horrifié. Le verre de Fanta était renversé. Le liquide orange vif avait inondé mon bureau, mon clavier, et s'infiltrait dans les ports USB de mon ordinateur. L'écran était noir. Une petite fumée s'échappait du clavier. Oh! Léonie! Je suis tellement désolée, a-t-elle glapi. Je me suis levée et j'ai trébuché. Je suis si maladroite. Mes 30 pages. Mon mémoire. Mon année. J'ai regardé le verre, posé à l'envers. J'ai regardé ses pieds. Il n'y avait rien sur quoi trébucher. J'ai levé les yeux vers elle. Et je l'ai vue. Dans son regard. Une fraction de seconde. Une lueur de triomphe. Elle l'avait fait exprès.
Ma propre sœur venait de saboter mon année universitaire par pure jalousie. Sors, ai-je dit d'une voix blanche. Mais Léonie, je suis désolée. Sors. De ma chambre. Maintenant. Elle est partie, vexée. J'ai passé les 48 heures suivantes à la bibliothèque de l'université. Sans dormir. Sans manger. J'ai tout réécrit de mémoire, sur un des ordinateurs de la fac. J'ai rendu une version bâclée, mais je l'ai rendue. J'ai sauvé mon année, de justesse. J'ai réussi. Mais j'avais appris quelque chose d'important. La jalousie de ma sœur était aussi dangereuse que la cruauté de mon père. Et le pire, était encore à venir. La dernière étape de mon exclusion. J'ai obtenu mon diplôme. Avec la mention, très bien. Major de promotion. J'avais déjà signé mon CDI dans une prestigieuse banque privée suisse, sur la place Bellecour à Lyon. J'allais enfin gagner ma vie. Bien gagner ma vie. La cérémonie de remise des diplômes a été prévisible. Mes parents sont venus. Ils ont applaudi poliment, comme on applaudit le spectacle de fin d'année d'un enfant qu'on ne connaît pas. Amaury et Félix n'ont même pas fait le déplacement. Solange est restée sur son téléphone pendant tout mon discours de major. 2 semaines plus tard, le téléphone a sonné. C'était mon père. Léonie. Bon. Félicitations encore. Maintenant que tu as un travail, un bon salaire, il est temps que tu sois complètement indépendante. Nous allons arrêter de t'aider. J'ai failli rire. M'aider? Quelle aide? Ne sois pas insolente. Ta mère t'envoyait un peu d'argent de poche de temps en temps, non? J'ai pensé aux 20 € occasionnels qu'elle m'envoyait en cachette. C'est noté, papa. Je suis 100% indépendante. Bien. C'est comme ça qu'on réussit. Il a raccroché. Je suis retournée à Châteauroux une dernière fois pour récupérer le peu d'affaires qui me restait dans ma chambre d'enfant. La maison était vide. Au moment de partir, ma mère m'a attrapée dans le couloir. Elle a l'air nerveuse. Elle a regardé à droite, à gauche, comme si elle était une criminelle. Elle a sorti un billet de 50 € tout froissé de sa poche. Tiens, m'a-t-elle chuchoté. Prends ça. Pour t'installer. Mais ne dis rien à ton père. J'ai regardé le billet. Puis j'ai regardé ma mère. Cette femme terrorisée par son propre mari. Cette femme dont l'amour était si petit, si faible, qu'il ne pouvait s'exprimer qu'en cachette, avec un billet froissé. Ce n'était pas de l'amour. C'était de la culpabilité. J'ai repoussé sa main, doucement. Garde-le, maman. Tu en as plus besoin que moi. Je suis partie sans me retourner. Et puis, le silence. Ils ont cessé de m'inviter. Noël est arrivé. Oh, on fait juste un petit truc en famille, m'a dit ma mère. Traduction, les 3 enfants parfaits, leurs conjoints, et pas toi. J'ai passé mon premier Noël seul dans mon nouveau studio de 15 mètres carrés à Lyon, le mien, cette fois, payé par mon salaire. Je mangeais des pâtes au pesto en regardant les photos de leurs petits trucs en famille, sur Facebook. Le foie gras, le champagne, les cadeaux sous le sapin. J'ai pleuré ce soir-là. L'année suivante, j'ai décidé de forcer le destin. C'était Pâques. Je n'ai prévenu personne. J'ai pris un bus Ouigo, je n'avais pas encore de voiture, et j'ai fait les 4 heures de route jusqu'à Châteauroux. J'ai acheté une boîte de chocolat fin chez un artisan. J'ai sonné. C'est Félix qui a ouvert. Surprise totale. Léonie? Qu'est-ce que tu fais là? L'ambiance dans le salon est devenue glaciale. Ils étaient tous là. Attablés pour le gigot d'agneau. Oh, Léonie, a dit ma mère, blême. On ne t'attendait pas. Quelle surprise. J'ai tendu la boîte de chocolat. Joyeuse Pâques. J'ai mangé dans un silence de mort. Ils parlaient, autour de moi. De la nouvelle maison de Félix. De la grossesse de la femme d'Amaury. Puis Solange, avec son sourire venimeux, a lancé, alors, Léonie? Toujours aussi charmant, ton petit studio de 15 mètres carrés? Tu arrives à respirer dedans? Félix a renchéri, tu es venu en bus? C'est long, non?
Tu n'as toujours pas les moyens d'acheter une voiture avec ton super boulot? Je les ai regardés. J'ai regardé mes parents, qui souriaient, amusés par la taquinerie. J'ai posé ma fourchette. Merci pour le repas. C'était délicieux. Je dois y aller, mon bus retour est ce soir. Personne n'a protesté. Personne n'a dit « reste encore un peu ». Je suis reparti. Et dans le bus qui me ramenait à Lyon cette nuit-là, j'ai pris une décision. C'était fini. Vraiment fini. Honnêtement, que feriez-vous à ma place? Vaut-il mieux couper les ponts avec une famille toxique ou continuer à essayer, encore et encore, en espérant un miracle? Dites-le moi dans les commentaires. J'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez. Moi, j'ai choisi. Je suis parti. Et pendant 3 ans, il n'y a eu que le silence. 3 ans où j'ai construit mon empire, et où ils ont préparé, sans le savoir, leur prochaine demande, la plus honteuse de toutes. 3 ans. 3 ans sans eux. 3 ans de travail acharné. Ma vie à la banque était exigeante. Je gérais des portefeuilles à plusieurs millions d'euros. Je travaillais 80 heures par semaine. Je ne comptais pas. Chaque dossier signé, chaque client satisfait, était une petite brique de plus dans la forteresse que je construisais autour de moi. J'ai été promu. 1 fois. 2 fois. 3 fois. Mon salaire a suivi. Mes bonus étaient astronomiques. Et puis, il y avait mon jardin secret. L'argent de tante Gisèle. Les 5 000 € investis des années plus tôt. Le marché avait explosé. Le boom technologique, les crypto-monnaies que j'avais touchées au tout début. J'avais eu du flair, et j'avais eu de la chance. Ces 5 000 € étaient devenus une somme que je n'osais même pas dire à voix haute. Mon succès n'était plus seulement professionnel. Il était financier. Massif. La première chose que j'ai faite a été de rembourser ma tante. Je lui ai envoyé un chèque qui couvrait le prêt étudiant. Et je lui ai payé un voyage d'1 mois à l'île Maurice, en première classe. Pour ton investissement, je lui ai dit. Elle a pleuré de joie. Ses larmes, c'était ma vraie richesse. Ensuite, je me suis occupée de moi. Fini le studio de 15 mètres carrés. J'ai acheté un appartement magnifique sur la presqu'île, au cœur de Lyon. Vue sur la Saône. 120 mètres carrés, et puis, la voiture. Je suis allée chez le concessionnaire. Quand j'ai signé le chèque pour la Rolls-Royce Ghost, ma main a tremblé. Une voix dans ma tête m'a demandé, « Pour qui fais-tu ça, Léonie? Pour le plaisir de la conduire, ou pour le plaisir d'imaginer leur visage si un jour ils la voyaient ?» J'ai souri au vendeur. Pour les deux, ai-je pensé. Mais le silence avec ma famille n'a pas été total. Il y a eu une interruption, 1 an avant le dîner fatidique. Un appel d'Amaury. Salut Léonie. Dis, j'ai un service à te demander. J'aurais dû raccrocher. Je t'écoute. Voilà, je veux acheter une nouvelle voiture, une BMW M série. Mais la banque me demande un garant, juste une formalité. J'ai vérifié. Ce n'était pas une formalité. Il était déjà endetté. J'étais en train de finaliser l'achat de mon appartement. Me porter garant pour lui était un risque insensé. Non, Amaury. Je ne peux pas. Le ton a changé. Quoi? Je ne peux pas? Tu te fous de moi? Avec le fric que tu brasses? Espèce de peste égoïste. J'ai raccroché. 10 minutes plus tard, mon père, Léonie. C'est quoi ces manières? Refuser d'aider ton frère. Tu es une ingrate. Après tout ce qu'on a fait pour. J'ai raccroché. Ce fut le début des 3 années de silence total. Jusqu'à la semaine dernière. Mon téléphone sonne. Maman. J'ai failli ne pas répondre. Léonie. Pas de bonjour. Ta grande-tante Odette de Strasbourg est à Châteauroux ce week-end. Elle veut voir toute la famille. Le dîner est samedi, 19 h. Tu dois être là. Odette. La vieille tante riche et respectée, que tout le monde craignait et flattait. Tu ne vas pas nous faire honte. Sois là. Elle a raccroché. Ma première impulsion a été d'ignorer. D'effacer.
Et puis, une idée a germé. Une idée froide, délicieuse. Il voulait que je vienne. Il me donnait un ordre. Très bien. J'allais venir. Non pas pour eux. Mais pour moi. Je me suis habillée pour la guerre. Et cette fois, j'allais la gagner. Samedi soir. J'ai pris ma Rolls. J'ai fait les 4 heures de route jusqu'à Châteauroux. La conduite était douce, silencieuse. J'écoutais du classique. J'étais parfaitement calme. Je ne me suis pas garée devant la maison. Oh non. C'eût été trop tôt. J'ai laissé la voiture dans un parking public, à 3 rues de là. J'ai marché. Je portais une robe noire. Simple. Coupe parfaite. Un de ces vêtements qui a l'air de ne rien coûter, mais qui vaut le loyer de 3 mois de mes parents. Pas de bijoux Tapax en grave l'œil. Juste ma montre Cartier. J'ai sonné. C'est mon père qui a ouvert. Le choc sur son visage a été bref, mais intense. Il s'attendait sûrement à ce que je défie son ordre. Puis le masque social est revenu. Léonie. Tu es là. Entre. Le salon était plein. Amaury et sa femme. Félix et sa nouvelle petite amie. Et Solange. Et au centre, dans le fauteuil de mon père, la grande tante Odette. Une petite femme aux cheveux blancs, aux yeux vifs comme des perles noires. Ah, voilà la petite dernière, s'est-elle exclamée. Le dîner a commencé. Et le spectacle aussi. Mon père et ma mère ont lancé leur numéro habituel de « parents fiers ». Amaury vient d'avoir une autre promotion, il supervise toute la région centre maintenant. Félix achète enfin sa propre pharmacie. Il travaille si dur. Et Solange, son agence d'événementiel décolle. Elle a organisé un séminaire pour un client très important. Et puis, le regard s'est tourné vers moi. Le gibier. C'est Solange qui a commencé. J'aime ta robe, Léonie. C'est très minimaliste. C'est la mode à Lyon, j'imagine? Le « moins c'est plus » Elle insinuait que j'étais pauvre. Que ma robe était bon marché. J'ai souri. Merci, Solange. C'est gentil. Félix a pris le relais. Il avait remarqué que j'étais arrivée à pied. Dis-moi, Léonie, tu es venue comment? Tu as marché depuis la gare? Toujours le bus pour toi? Amaury a éclaté de rire. Oh, tu te souviens de la fois où elle m'a demandé ma vieille 206? J'y repensais l'autre jour. Papa avait eu raison, le bus, ça forge le caractère, la preuve. Ils riaient tous. Bruyamment. Même mes parents souriaient, complices de cette humiliation publique. Je n'ai rien dit. J'ai continué à manger mon rôti. Je les ai regardés rire. Amaury, avec son crédit pour sa BMW. Félix, avec son prêt pour sa pharmacie. Solange, dont l'agence était toujours subventionnée par mes parents. Ils étaient tous là, dans la même petite ville, à se moquer de moi. J'ai souri. L'attente était délicieuse. Ils riaient tous. C'est alors que la tante Odette, qui n'avait rien dit, s'est tournée vers moi et a posé la question qui allait tout changer. La voix de tante Odette était claire, tranchante. Elle a coupé les rires de mes frères. Assez. On a compris pour vous trois. Elle s'est tournée vers moi. Ses yeux perçants m'ont fixé. Et vous, Léonie, ma chère? Il parle beaucoup, mais vous êtes bien silencieuse. Que faites-vous dans la vie, à Lyon? Le silence. Un silence si lourd, si soudain, qu'on aurait pu entendre un grain de poussière tomber. Tous les regards étaient sur moi. Ils attendaient. Ils s'attendaient à ce que je dise, comptable junior, assistante, quelque chose qu'ils pourraient mépriser. J'ai délicatement posé mes couverts. J'ai bu une gorgée d'eau. Et je les ai regardés. Un par un. Je suis gestionnaire de patrimoine senior. J'ai fait une pause. Je travaille pour la banque Mirabeau, à la succursale de Lyon. Rien. La fourchette de ma mère, à mi-chemin de sa bouche, s'est arrêtée. Elle a cliqueté contre son assiette quand sa main a tremblé. Le visage de mon père s'est figé. Amaury a froncé les sourcils. Mirabeau.
Banque privée suisse. Il a compris. Son sourire moqueur s'est évaporé. Solange avait l'air confuse. Elle ne comprenait probablement même pas le nom. Tante Odette, elle, a hoché la tête. Impressionnée. Ah oui. Mirabeau. Une maison sérieuse. Gestion de patrimoine. Vous gérez l'argent des autres, donc. Des gens riches. C'est l'idée, oui, tante Odette, ai-je répondu calmement. Le reste du dîner a été d'une bizarrerie suffocante. Mes frères et sœurs ne disaient plus un mot. Mes parents essayaient de lancer des sujets de conversation bateau, mais le cœur n'y était plus. Le clou du spectacle avait été planté. J'ai regardé ma montre. Ma simple, discrète, mais très chère montre Cartier. Il se fait tard. Je dois rentrer à Lyon, j'ai une grosse journée demain. Je me suis levée. Tante Odette, ce fut un plaisir de vous revoir. Immédiatement, tout le monde s'est levé. Comme un seul homme. On te raccompagne, a lancé ma mère, d'une voix faussement enjouée. Oui, oui, on va te dire au revoir, a renchéri mon père. Il voulait garder la face devant tante Odette. Maintenir l'illusion de la famille unie et aimante. Nous sommes tous sortis. La petite troupe. Mes parents, Amaury, Félix, Solange, et leurs conjoints. Ils me suivaient sur le trottoir. Ils s'attendaient à ce que je tourne au coin de la rue, vers la gare ou l'arrêt de bus. Mais j'ai continué tout droit. Vers le parking public. Ils m'ont suivi, perplexe. Je me suis arrêté. Devant la voiture. Ma Rolls-Royce Ghost. Brillante sous le faible éclairage public. J'ai sorti ma clé. J'ai appuyé sur le bouton. Le bip-bip discret et le double flash des clignotants ont résonné dans la nuit silencieuse de Châteauroux. Ils se sont tous arrêtés net. Figés. Comme des statues de sel. J'ai ouvert la lourde portière. Je me suis glissé sur le cuir beige. J'ai appuyé sur le bouton start. Le moteur V12 s'est ébroué dans un murmure. Un purpure puissant et feutré. J'ai allumé mes phares. Ils étaient aveuglés, figés dans les faisceaux lumineux. J'ai avancé doucement jusqu'à eux. J'ai baissé la vitre. Mon père. Sa bouche était ouverte. Littéralement. Il a bégayé. C'est quoi? Cette voiture? Léonie. Elle vaut plus de 250 000 €. Ma mère avait la main sur son cœur, comme si elle allait s'évanouir. Solange était blanche comme un linge. Amaury avait l'air d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Je leur ai offert mon plus beau sourire. Calme. Serein. Oh, ça? C'est juste pour me déplacer. C'est pratique pour les longs trajets. J'ai marqué une pause. Ce n'est rien, vraiment. Surtout à côté de mon appartement sur la presqu'île. Le coup de grâce. Le petit studio. J'ai remonté la vitre. J'ai mis la première. Et j'ai glissé dans la nuit, les laissant là, immobiles sur le trottoir, dans le silence de leur petite vie. C'était la meilleure soirée de ma vie. Mais je ne savais pas que le spectacle venait à peine de commencer. Le lendemain matin, mon dimanche a commencé par une symphonie. La symphonie de mon téléphone qui vibrait sur la table de nuit. Je l'ai regardé. 23 appels manqués. 15 messages. C'était l'Armageddon. J'ai préparé mon café, je me suis assise sur mon balcon avec vue sur la Saône, et j'ai commencé à lire. C'était délicieux. De maman, ma chérie, c'était merveilleux de te voir hier. On a à peine eu le temps de parler. Tu dois absolument nous inviter à voir ton appartement à Lyon. Appelle-moi. Bisous. De Solange, salut sœurette. Trop belle ta voiture. Dis, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un truc toutes les deux. On pourrait faire du shopping à Lyon bientôt? J'aurais besoin de ton avis. Bisous. D'Amaury, Léonie. C'était bien de te voir. Impressionnant. Dis, j'ai quelques idées d'investissement, je suis sûre qu'on pourrait faire des choses ensemble. Tu me donnes ton avis d'experte? Appelle-moi. Même mon père, Léonie. Ton père. Bien rentré?
Nous sommes très fiers. Fiers. Ce mot. Venant de lui. J'ai posé mon téléphone. Je n'ai répondu à aucun d'eux. J'ai bu mon café. Le silence était d'or. Pendant 2 semaines, le harcèlement a continué. Des appels, des messages. De plus en plus insistants. De plus en plus mielleux. J'ai tout ignoré. Et puis, ils sont passés à l'étape supérieure. C'était un mardi soir. Je quittais le bureau, fatigué. Je suis descendu à mon parking souterrain. Et ils étaient là. Mes parents. Didier et Martine. Debout à côté de ma place de parking. M'attendant. Dans mon immeuble. J'ai sursauté. Comment diable étaient-ils entrés? Léonie, s'est écriée ma mère, l'air soulagée. J'ai senti une vague de froid m'envahir. C'était une violation de mon espace. Qu'est-ce que vous faites là? Comment vous êtes entrés? On a dit au gardien qu'on était tes parents, il a été très gentil, a dit mon père, comme si c'était normal. J'ai respiré profondément. Il y a un café au coin de la rue. On peut y aller. Vous ne restez pas ici. Nous avons marché en silence. J'ai commandé un expresso. 2 cafés filtres. Ils ont commencé par les banalités. C'est beau, ton bureau. Lyon est une ville si dynamique. Puis ma mère s'est lancée. Léonie, nous sommes si fiers de toi. Vraiment. On a fait des erreurs. On le sait. Mon père a renchéri. On a été dur. Mais c'était pour ton bien. Pour te forger le caractère. Et regarde, ça a marché. J'ai failli m'étouffer avec mon café. Mais ce n'est pas pour ça que vous avez fait 4 heures de route, ai-je dit froidement. Allez-y, dites-le. Ma mère a regardé mon père. Il a pris le relais. Voilà. C'est à propos de Solange. J'ai attendu. Elle va se marier. Félicitations. Oui, eh bien, c'est merveilleux, mais, un mariage, ça coûte cher. Surtout à Lyon, elle veut faire ça bien, tu comprends. Ma mère a posé sa main sur la mienne. Je l'ai retirée. Et comme tu réussis si bien, Léonie. On pensait, ce serait une occasion merveilleuse de te reconnecter avec la famille. Je l'ai regardé. Me reconnecter? Oui, a dit mon père, se redressant. Si tu pouvais, l'aider. Une contribution. Pour sa robe, le traiteur. Tu vois. Pour montrer que tu fais à nouveau partie de cette famille. Le silence est tombé. Et puis, j'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai ri. Un rire bruyant, incontrôlable. Les autres clients du café se sont retournés. Pardon, ai-je réussi à articuler. Léonie, ce n'est pas drôle, a dit mon père, rouge de colère. Aussi. Si, c'est hilarant. Laissez-moi résumer. Je me suis penché vers eux. Vous voulez que moi, je paie le mariage de Solange. Je me suis tourné vers ma mère. Solange. Celle qui a délibérément détruit mon ordinateur et mon mémoire à l'université. Je me suis tourné vers mon père. Vous voulez que je rachète ma place, dans une famille qui m'a laissé seule à Pâques parce que je venais en bus? Dans une famille qui m'a dit être à sec avant d'acheter une voiture à 40 000 € à Amaury? Ma mère avait les larmes aux yeux. On a fait des erreurs, Léonie. On peut réparer. Non. Je me suis levée. J'ai posé 10 € sur la table pour les cafés. Vous ne pouvez pas réparer ça. Parce que je ne veux plus. J'ai passé 20 ans de ma vie à mendier votre amour. 20 ans à essayer d'être assez bien pour vous. C'est terminé. Je les ai regardés. Vous n'êtes pas fiers de moi. Vous êtes fiers de ma voiture. Vous ne voulez pas de moi. Vous voulez mon carnet de chèques. Je suis partie. J'ai quitté ce café. Je ne me suis pas retournée. Je ne les ai jamais revus. Les appels ont continué pendant un temps. Puis ils se sont arrêtés. Je crois qu'ils ont enfin compris. Aujourd'hui, j'ai 29 ans. Je vis toujours dans mon appartement sur la presqu'île.
Je conduis toujours ma voiture, non pas pour impressionner qui que ce soit, mais parce que j'aime le silence de son moteur. Ma tante Gisèle a pris sa retraite. Elle en avait marre du Havre. Je lui ai acheté un joli petit appartement près de chez moi, à Lyon. Nous dînons ensemble tous les dimanches. C'est ma vraie famille. Parfois, les gens me demandent si ma famille ne me manque pas. La réponse est non. On ne peut pas regretter quelque chose qu'on n'a jamais vraiment eu. Ma famille biologique ne m'a jamais vu que de deux façons, d'abord comme un fardeau, puis comme un compte en banque. La meilleure vengeance, ce n'est pas la haine. C'est de vivre magnifiquement bien, sans eux. Merci de m'avoir écouté. Si cette histoire vous a plu, partagez-la avec quelqu'un qui a peut-être besoin d'entendre qu'on peut se construire soi-même, même quand personne ne croit en vous. Et n'oubliez pas de commenter et de vous abonner pour plus d'histoires sur la découverte de sa propre valeur quand les autres ne la voient pas. Avez-vous déjà vécu ce sentiment d'être le mouton noir? Comment avez-vous trouvé votre propre chemin? Racontez-moi votre expérience dans les commentaires. Rappelez-vous toujours, votre valeur n'est pas déterminée par la façon dont les autres vous traitent. Elle est déterminée par la façon dont vous choisissez de vous élever au-dessus d'eux.